Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un petit paradoxe sur lequel j'ai médité ces derniers jours, qui traverse d'histoires d'amour, tant de personnes. Car au final, nous cherchons au début quelqu'un qui nous complète, alors que nous devrions peut-être avant apprendre à nous connaître, à nous suffire, à nous-mêmes. Combien de fois avons-nous entamé une relation en espérant secrètement, sans même nous en rendre compte, peut-être même dans notre subconscient, que l'autre répare quelque chose en nous, qui comble quelque chose en nous. Peut-être ce vide d'enfance, cette confiance perdue, une estime de soi fragile, un manque de confiance. Nous cherchons dans le regard de l'autre la validation euh, que nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes. Et aussi, nous cherchons avec l'autre à fuir la solitude. On me confie souvent à quel point on peut se sentir belle, beau à travers les yeux de l'autre, fort forte, moins seule, encouragée, et que sans l'autre, ou face au célibat et à la solitude, on perd de sa confiance, on perd de son estime de soi. Une de mes patientes me demandait comment elle pouvait se trouver belle et être heureuse alors qu'elle se retrouvait seule, célibataire, et qu'elle se sentait rejetée. Elle avait l'impression de ne pas suffire à l'autre. Et c'est là que commence un cycle assez épuisant et destructeur. Et vous savez, lorsqu'on rencontre quelqu'un, au début, la personne va sembler répondre à tous nos critères. Elle va peut-être nous regarder comme nous avons toujours rêvé d'être regardés. Elle nous dit peut-être des mots que nous avons rêvé d'entendre. Nous nous sentons complets, entiers. Nous allons peut-être nous sentir entourés, moins seuls. Mais la vie n'est pas aussi facile. Les gens sont humains, on est humain. Les gens s'adaptent à nos énergies, à nos sentiments, à nos fonctionnements, comme nous, on se calque au leur. Et lorsque l'autre, inévitablement, ne peut pas porter le poids de nos attentes, ou que la relation ne se construit pas peut-être d'une manière saine, ou même si juste ce n'est pas la bonne personne pour nous, bah, tout s'effondre. Nous nous sentons trahis, abandonnés, déçus, nous devenons très exigeants, parfois même toxiques, sans même s'en rendre compte. Alors lorsque je propose un accompagnement actif avec des exercices à mettre en place de manière quotidienne, une majorité des personnes ne vont pas faire ces exercices-là. Ou en tout cas, pas de manière répétée. Ils vont le faire une ou deux fois. Mais le travail d'écriture, par exemple, si je prends le travail d'écriture, même s'il peut paraître insuffisant ou un peu démotivant, parce que j'entends souvent dire «Oh, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas par où commencer, ou je le ferai plus tard, pendant mes vacances, j'aurai plus de temps». Bah, faire certains exercices peut ne pas être confortable, comme l'exercice de l'écriture. Donc on va procrastiner, on va reporter cette situation inconfortable à plus tard. Mais ce n'est pas toujours facile et confortable d'être dans le silence avec soi. Ce n'est pas toujours facile et confortable d'être dans l'écoute de ses pensées, de ses sentiments, de son mental. Ce n'est pas évident, mais c'est indispensable. Pourquoi? Car écrire, ça va permettre quoi? Ça va permettre de se poser. Écrire, ça va permettre de mettre des mots sur ce que l'on ressent. Donc d'être à l'écoute de nos émotions. Écrire va aussi permettre de prendre de la hauteur, du recul, changer de point de vue, d'approche, et d'enfin accueillir ce qui se passe afin de mieux le comprendre et pourquoi pas le transformer. Alors c'est un exercice quotidien car il faut du temps pour mettre en place un nouveau fonctionnement. Il faut 21 jours en moyenne pour que le mental ancre une nouvelle habitude. Donc vous voyez, la répétition, elle est importante. Et quand on a passé une vie entière à enfuir ce que l'on ressent, à noyer les sentiments, les émotions dans le bruit, à les faire taire parfois par l'ego ou les justifier par le jugement, devoir s'entourer de silence et de solitude pour accueillir et comprendre, bah, ça peut être très douloureux, assez déstabilisant, assez inconfortable. Alors forcément sortir de nos schémas pour en mettre en place de nouveaux qui seront peut-être plus doux pour nous-mêmes,
Ça demande du temps, de la patience et de la douceur. Être gentil et doux, patient et aimant avec soi, voilà un exercice compliqué. Apprendre à se connaître réellement, s'aligner avec son âme, c'est se permettre de s'aimer. On aime son âme, son cœur, ses valeurs et on les applique au quotidien. On donne du sens à chaque chose que l'on fait. Ça, c'est important aussi. Parce que quand on donne à quelque chose que l'on fait, on le vit, on ne le subit pas. Pour la petite anecdote, j'adore faire plaisir autour de moi. J'aime que les gens que j'aime soient heureux. Et ça passe souvent par la cuisine. Cependant, à un moment donné, sans même me rendre compte, c'était devenu très anxiogène. Je me mettais une pression inhumaine pour faire les choses parfaitement bien, pour que le plat ou le dessert soit parfait. En me disant, plus il sera parfait, plus la personne sera heureuse, plus elle va comprendre à quel point je tiens à elle, à quel point je voudrais qu'elle soit heureuse. Une fois que j'ai réalisé que quand c'est fait avec le cœur, cela n'a nullement besoin d'être parfait, j'ai pu petit à petit modifier ce comportement. Car le jugement appartient à ceux qui jugent et la gratitude à ceux qui aiment. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Alors, ce n'était pas facile, mais modifier cela m'a permis de profiter encore mieux de ce bonheur. Car ce n'était plus juste pour offrir, mais aussi pour vivre ce partage avec l'autre. Et apprendre à s'aimer passe aussi par ça. Apprendre à gratifier ce que nous avons plutôt que de courir derrière ce que nous avons l'impression de ne pas avoir, de manquer. Combien de femmes et d'hommes ne s'aiment pas? Combien de femmes et d'hommes n'aiment pas leur corps? Le critiquent, le jugent dans la première. Alors que ce même corps nous permet de vivre. Combien d'autres personnes donneront tout pour avoir nos corps? Parce que ce que certains peuvent faire, comme courir, marcher, danser, d'autres ne le peuvent pas. Et évidemment qu'il y a des jours où on va être fatigué, on va se trouver horrible, mais le chemin de gratitude est aussi un apprentissage. Car nos pensées d'aujourd'hui sont la représentation de 80% de nos pensées de la veille. Alors il faut du temps pour retrouver un chemin de pensée différent, positif, plus doux pour soi, plus écologique avec nos besoins. Ça se construit. Il faut du temps pour sortir de la dépression, pour remonter en énergie, pour remonter en vibration. Ça demande du temps. Et cela montre le travail de réapprentissage que nous devons faire pour nous rencontrer et pouvoir nous aimer et nous pardonner notre imperfection. Oui, on n'est pas parfait. D'ailleurs, pour en revenir à cette construction avec l'autre, il y a une différence très profonde qu'on oublie souvent. Il y a une différence entre chercher quelqu'un qui comble nos manques et rencontrer quelqu'un avec qui nous nous complétons. Dans le premier cas, nous sommes dans l'urgence, dans le besoin, dans la fuite de la solitude. Dans le second, nous sommes dans le partage, dans la croissance mutuelle. Se compléter, ce n'est pas trouver notre moitié manquante, c'est rencontrer quelqu'un qui, par sa différence même, nous invite à grandir. Quelqu'un dont les qualités résonnent avec les nôtres sans les dupliquer. Quelqu'un dont les défauts ne sont pas les nôtres et qui peut donc nous aider à voir nos propres angles morts, nos propres blessures, nos propres fonctionnements qui peuvent être parfois nocifs. Cela demande quelque chose de précieux, c'est la remise en question, l'humilité. L'humilité de reconnaître que nous avons fait des erreurs, que nous allons faire des erreurs, que nous allons blesser l'autre parfois même sans le vouloir. Souvent d'ailleurs, on blesse l'autre sans le vouloir, sans nous en rendre compte. Réaliser que nous portons nos propres fragilités, nos propres schémas répétitifs, nos propres blessures. Et voilà la beauté de cette approche. Chaque erreur devient une opportunité d'apprentissage. Chaque conflit, une invitation à un dialogue avec soi-même. Chaque moment difficile, une chance de se
connaître plus profondément, plus intensément. Et dans la vie, il n'y a pas de meilleur apprentissage que les erreurs. Nous avons besoin d'expérimenter pour comprendre. Alors forcément, c'est douloureux et fatigant, mais s'autoriser à ne pas être parfait, c'est s'autoriser à grandir et à évoluer. Comme je dis souvent, comment reconnaître le bonheur quand on n'a jamais connu la tristesse? Comment savoir si on est amoureux quand on n'a jamais connu ce que c'est un chagrin d'amour? On a besoin de ces leçons de vie. On a besoin de sortir de notre zone de confort, d'expérimenter pour réaliser, pour apprendre, pour grandir, pour changer, pour transformer. Alors quand on accepte notre humanité, le fait qu'on soit imparfait, la remise en question cesse d'être une menace. Elle devient un acte d'amour envers soi-même et envers l'autre. Je parle souvent de méditation. La méditation, qu'est-ce que c'est? La méditation, c'est se poser, s'ancrer dans le moment présent, un moment dans la journée, et s'interroger sur qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai été en colère? Pourquoi j'ai été heureuse? Pourquoi j'ai été triste? Pourquoi j'ai été agacée? Qu'est-ce que cette réaction dit de moi? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin d'expérimenter? Comment puis-je entendre l'autre sans me sentir attaquée? C'est toutes ces questions qu'on va se poser sur nos propres fonctionnements. Et lorsque ces questions sont posées avec délicatesse et bienveillance, elles transforment les relations. Elles transforment les relations déjà avec nous-mêmes et forcément avec les autres. Elles nous sortent du piège du reproche pour nous amener vers la compréhension. Elles remplacent le tu m'as blessé par le je me suis senti blessé, je voudrais bien comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai été blessée? Et ça, on ne peut pas le faire sur le coup. Sur le coup, l'émotion, elle vient. Je suis blessée, je suis triste. C'est après, je vais l'accueillir et je vais comprendre le message qu'elle m'a envoyé, cette émotion. Alors, chaque relation que nous vivons, qu'elle dure une semaine, 2 jours, 3 jours ou une vie, nous enseigne quelque chose sur nous-mêmes. Pas seulement sur l'autre, mais sur nous aussi, surtout sur nous. Quels vont être les schémas qui se répètent dans ma vie? Quelles sont les blessures qui se réactivent? Quels sont les besoins que j'exprime mal ou que je tais? Et surtout, qu'est-ce que j'ai appris sur la personne que je veux devenir dans mes relations, celle que je souhaite être? Je vous parle souvent d'équilibre, trouver son propre équilibre, trouver l'équilibre entre ce que je sais que je suis, ce que je suis profondément, et ce que je vis. Des fois, il y a un décalage. Je sais que j'ai un cœur rempli d'amour et pourtant je peux être maladroite. Il faut trouver un équilibre pour que je me sente vraiment bien, en adéquation avec moi-même, avec le vrai moi. Et ces leçons, quand elles sont accueillies avec patience et compassion pour soi déjà, sont les fondations d'une construction sentimentale solide. Elles nous apprennent à ne plus attendre de l'autre qui nous sauve, mais à créer ensemble un espace où nous pouvons tous les deux nous épanouir et grandir ensemble, évoluer ensemble. Parce que finalement, la vraie complémentarité n'est pas une fusion, c'est aussi un équilibre. Donc on cherche l'équilibre à l'intérieur de soi et on construit l'équilibre du couple. Un équilibre qui s'ajoute en permanence car on évolue. Donc notre équilibre d'aujourd'hui ne sera pas du tout notre équilibre de demain. Et c'est ça, ce travail d'équilibre, on doit le faire en permanence dans un couple. On évolue ensemble, donc on réajuste à chaque fois l'équilibre du couple. Parce qu'on est deux personnes entières, avec leurs forces, leurs faiblesses, avec leurs blessures, qui choisissent de marcher côte à côte, qui s'encouragent mutuellement à grandir plutôt que de s'enfermer dans des rôles figés. On ne peut pas s'enfermer dans quelque chose de figé en sachant que nos expériences nous changent, en sachant que ce qu'on va penser vrai aujourd'hui, on va le penser faux demain et vice-versa. Donc c'est important d'être deux personnes qui acceptent que l'amour ne soit pas un état permanent d'euphorie, mais un engagement quotidien où on va choisir la bienveillance et le soutien, même dans les moments les plus difficiles.
Et bien cette approche, elle demande du courage. Le courage de faire face à ses propres manques avant de les projeter sur l'autre. Le courage de communiquer même quand c'est inconfortable, lorsque le besoin y est. Parce qu'il n'y a pas souvent besoin de cette communication. Il n'y a pas forcément besoin de toutes les communications. Il y a besoin de la bonne communication au bon moment. C'est aussi le courage de rester quand on a envie de fuir et le courage de partir quand rester serait se trahir soi. Ça aussi, il faut être clair avec soi, connaître ses limites. Et pareil, nos limites d'hier ne sont pas nos limites d'aujourd'hui. Et nos limites d'aujourd'hui ne seront pas nos limites de demain. Alors voici ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. C'est une réflexion. Est-ce qu'on pourrait essayer de cesser de chercher quelqu'un qui va nous compléter pour devenir d'abord des personnes entières, apprendre à nous connaître, à nous aimer seuls? Et si nous abordions nos relations comme des espaces de croissance mutuelle plutôt que comme des solutions à nos blessures? L'amour le plus beau, le plus durable, n'est pas celui qui comble nos manques, c'est celui qui nous donne le courage de les regarder en face, ensemble, avec tendresse. C'est celui qui nous dit: je ne suis pas là pour te sauver, mais je suis là pour te faire grandir à mes côtés. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette petite réflexion vous aura fait du bien. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.